Bonjour et bienvenue au 2M2C ici à Montreux pour cette dernière ligne droite consacrée au Swiss Web Programme Festival. Je vous rappelle que jusqu'à midi, vous pouvez encore voter online pour les différents projets en compétition. Donc n'hésitez pas, swisswebprogrammefestival.com. Et aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser avec un menu des plus alléchants aux manifestations et autres événements culturels. Alors quels sont les liens directs ou indirects entre une manifestation et le web? Tout au long de cette journée, nous tenterons d'apporter quelques clés de compréhension pour y voir un peu plus clair. Mais avant de démarrer cette matinée, je cède la parole au président du festival, Bertrand Saillant. Bonjour Bertrand. Hello Xavier. Ça va? Oui, ça va bien. Oui. Alors troisième et dernière journée ici au Swiss Web Programme Festival. Exactement. Avec une journée autour des manifestations et autres festivals culturels. Totalement. Merci d'être là en samedi matin à une heure si matinale. Bienvenue. Oui, aujourd'hui c'est le Montreux Jazz Festival qui ouvrira les feux. Après le Montreux Comédie et puis Paléo. D'abord, je suis très heureux et très fier que les deux grands événements montreusiens, le Montreux Comédie et le Montreux Jazz Festival, aient accepté l'invitation de venir nous montrer tout ce qu'ils développent sur le web, parce que l'un comme l'autre sont des locomotives, tant au niveau des événements au niveau international, mais aussi au niveau de ce qui se développe sur le web. Et puis après, le Festival Nyonnais, qui a une vision différente et qui est aussi très en avance sur ce qui se développe au niveau audiovisuel sur le web. Donc tous ces gens-là vont se retrouver d'abord pour une présentation, pour expliquer ce qu'ils font, et puis à la fin, il y aura une table ronde avec vous et puis avec Yann Zitouni de la RTS pour parler un peu plus des enjeux justement du développement de la vidéo et de ce qui est diffusé en dehors de l'événement et de ce que vivent les festivaliers. Donc normalement, en fin de matinée, on en saura encore un petit peu plus sur cet univers. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, parce que cet après-midi, il y a encore de belles choses. Oui. Exactement. Je veux juste dire qu'il faut continuer à voter. Là, on a passé les 55 000 vidéos vues dans le système de vote. Donc, il faut continuer à voter jusqu'à midi. Jusqu'à midi, exactement. À midi, les prix du public seront décernés. Et ça sera tout à l'heure, donc à partir de 20h, la remise des prix en direct du 2M2C. Très bien, merci beaucoup Bertrand Saillant. Alors pour démarrer cette matinée, nous allons accueillir une personne qui connaît très bien ces lieux, car chaque année, début du mois de juillet, sa manifestation rayonne à Montreux, mais bien évidemment au-delà de nos frontières à travers le monde, grâce notamment au développement de sa web TV. Bienvenue à Mathieu Jatton, le directeur du Montreux Jazz Festival. Bonjour Mathieu, ça va? Ça va? Ouais, très bien. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bienvenue ce matin donc au 2M2C et bienvenue à cette présentation matinale. Merci à tous ceux qui ont fait la démarche de venir assez tôt ce matin, et j'espère que les internautes ils ont la chance, ils peuvent rester dans leur lit et regarder cette conférence. Donc bienvenue à tout le monde pour cette présentation de la Montreux Jazz TV, donc créatrice de contenu de l'univers du Montreux Jazz Festival. La Montreux Jazz TV, c'est un projet que nous avons lancé il y a un certain nombre d'années, qui s'inscrit, si la télécommande, voilà. Je vais le faire manuellement, je pense que ça ira plus. Voilà, donc la Montreux Jazz TV s'inscrit dans la stratégie globale de contenu de l'univers du Montreux Jazz Festival. Cette stratégie globale présente un certain nombre d'outils que nous avons à disposition pour créer du contenu au niveau de la manifestation elle-même, mais au niveau international et des différentes zones de distribution que nous avons à travers le monde, que je vous présenterai tout à l'heure. On parle d'abord des prints du Montreux Jazz Chronicle, donc qui était le magazine quotidien du Montreux Jazz Festival. Donc, vous avez un certain nombre d'exemples. Pour ceux qui sont venus au festival, vous avez découvert. Donc ça, c'est un journal qui se fait pendant la manifestation. Vous avez le Montreux Jazz Mag, qui est un magazine qui est édité 4 fois par année et qui est distribué à travers les Montreux Jazz Café et différents aspects dans le monde, qui présente l'univers du Montreux Jazz Festival dans sa globalité. Et la production audiovisuelle du festival, donc ça c'est vraiment la production des 3 grandes scènes payantes, Stravinsky, Lab et le Club. Je reviendrai tout à l'heure sur cette production audiovisuelle et bien sûr les archives. Et le sujet qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, la Montreux Jazz TV. Cette Montreux Jazz TV, elle a été créée en 2011. C'est une structure pendant le festival qui regroupe environ 20 personnes, incluant des caméramans, des réalisateurs, des coordinateurs techniques, des journalistes, évidemment, pour réaliser tous les formats d'émissions. On a un presenting partenaire pour cette Montreux Jazz TV, qui est l'UBS, et vous verrez aussi tout à l'heure différents partenaires qui soutiennent les formats d'émissions que nous proposons chaque année.
En général, nous produisons environ 75 vidéos par festival sur différents formats que vous verrez tout à l'heure, qui sont du live, des interviews, des reportages ou des portraits. Cette montre Jazz TV a pu être réalisée en collaboration d'abord avec l'Acon, donc école qui offre la possibilité à ces étudiants de faire des stages pendant le Montreux Jazz Festival. D'ailleurs, le stage fait partie de leur cursus scolaire dans le cadre du Montreux Jazz Festival, dans lequel ils peuvent participer tout au long des 16 jours de chaque édition. Et notre partenaire historique, Orform qui travaille sur plusieurs aspects du Montreux Jazz Festival, mais notamment pour la Montreux Jazz TV, tout l'aspect visuel et graphique de cette Montreux Jazz TV qui crée tous les formats que nous utilisons à la fois sur les émissions que nous créons, mais aussi partout dans le bâtiment au niveau des écrans de diffusion. Revenons maintenant aux deux principales sources de contenu du Montreux Jazz Festival. J'ai parlé des prints qui sont une chose, mais maintenant l'aspect TV qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Évidemment, on connaît plus à Montreux la partie production audiovisuelle et les archives. Ça, c'est le travail de captation. Donc, on ne parle pas d'un travail éditorial, on parle d'un travail de captation où nous avons évidemment un certain nombre de réalisateurs qui sont là pour enregistrer ces fameux concerts qui constituent les archives du Montreux Jazz Festival depuis 49 ans. Donc, on parle aujourd'hui de 6000 heures d'archives qui ont été enregistrées depuis 1967. C'est évidemment le fer de lance de la production et du contenu du Montreux Jazz Festival, puisque c'est ce qui a fait que Claude Nobs, donc le fondateur du festival, a véhiculé l'image du Montreux Jazz Festival à travers le monde depuis 1967 déjà. Je rappelle que c'est une approche extrêmement révolutionnaire à ce moment-là, et c'est grâce à ces captations audiovisuelles que Claude Nobs a positionné les images du Montreux Jazz Festival, notamment aux États-Unis et au Japon, qui étaient des pays où c'était très rare de voir des concerts live d'artistes sur leur propre télévision. Et notamment, ça a amené les enregistrements historiques du festival, des enregistrements de LP, des enregistrements de CD ensuite par la suite, notamment le fameux LP de Bill Evans en 1969, sauf erreur, qui a été un des albums les plus vendus dans l'univers du jazz aux États-Unis. Et c'était en fait une stratégie de marque, quelque part, que Claude Nobs a mis en route à ce moment-là, sans le savoir peut-être, mais c'était le début d'une vraie stratégie de marque, Montreux Jazz Festival, en enregistrant ses concerts. Donc la production audiovisuelle, elle a plusieurs missions. Évidemment, quand on capte un concert, pendant le concert, c'est d'abord pour le confort du public, pour offrir au public sur les écrans l'image qui se passe sur scène, mais évidemment de constituer ce phénoménal patrimoine historique et de conserver ce patrimoine, puisqu'aujourd'hui, les archives audiovisuelles du Montreux Jazz Festival sont les plus grandes archives audiovisuelles qui existent au monde de concerts live, et elles ont d'ailleurs été reconnues l'année passée par l'UNESCO comme mémoire du monde. Donc le rôle que nous avons aujourd'hui dans les nouvelles productions du festival, c'est d'abord de pouvoir continuer à capter tous ces concerts et ensuite de pouvoir les exploiter si tant est qu'on ait les droits pour pouvoir les exploiter sur les différentes formes que sont évidemment les diffusions sur les télévisions, les diffusions sur le web ou la création de nouveaux supports. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est la Montreux Jazz TV. Donc ce nouveau format qui a été créé, c'est un nouveau créateur de contenu en 2011. La différence de la Montreux Jazz TV, c'est que là, on va créer des formats et on va créer des contenus qui seront très différents, qui seront constitués de manière beaucoup plus ciblée par rapport aux différents publics qu'on veut toucher. Et là, on est dans un travail éditorial, ce qui n'était pas le cas des productions captation des concerts, puisque quelque part, quand on capte un concert, on capte ce qui se passe sur scène, on n'est pas dans une démarche éditoriale, on est dans une démarche artistique, graphique, par rapport à nos réalisateurs, de voir quel type de réalisation on donne, mais on n'est pas dans une démarche éditoriale. Dans la Montreux Jazz TV, on est vraiment dans une démarche éditoriale, avec un certain nombre de contenus qui vont être créés. Et le but principal, c'est que cette Montreux Jazz TV, les différents contenus qui seront créés, vont permettre notamment de compléter les archives du Montreux Jazz Festival. Si je prends un exemple que vous allez voir tout à l'heure d'une interview de ZZ Top, lorsque le DVD du concert de ZZ Top a été édité, les émissions et l'interview de la Montreux Jazz TV qui a été réalisée ont complété le DVD qui a été édité de ZZ Top. Donc ça, c'est une manière de mettre en exergue aussi ce contenu audiovisuel du festival et de lui apporter un contenu supplémentaire et bien sûr une valeur ajoutée.
L'autre aspect de la montre Jazz TV, c'est évidemment l'instantanéité et la réactivité de la diffusion. Ce que vous ne pouvez pas avoir sur les captations de concerts, parce que vous êtes soumis évidemment à des droits, vous êtes soumis à des contrôles, des managements, des maisons de disques, etc. Par contre, sur la montre Jazz TV et sur les différents formats que nous allons faire, il y a évidemment une instantanéité, parce que le but, c'est quand on réalise ces différents contenus, qu'on puisse les diffuser instantanément sur le web et avoir une réactivité au niveau de notre public et de notre audience, puisque la montre Jazz TV est là aussi pour renforcer les liens avec le public, que ce soit pendant le festival, mais également toute l'année. Donc, c'est deux grosses différences, on va dire, entre un travail de captation, qui est la production audiovisuelle, et la montre Jazz TV, qui est un travail éditorial. La montre Jazz TV, elle intervient à plusieurs endroits de l'univers du Montreux Jazz Festival. On a parlé bien sûr de la partie principale, le core business, qui est le Montreux Jazz Festival lui-même, la manifestation elle-même, où là il y a un certain nombre de formats de vidéos que vous verrez tout à l'heure, et qui vont être justement réalisés et captés par la Montreux Jazz TV. Mais l'univers du Montreux Jazz ne s'arrête pas là, puisqu'il y a les Montreux Jazz Café, aujourd'hui on peut dire les, puisqu'ils sont multiples. Donc on parle du Montreux Jazz Café de Montreux, d'abord, qui vient d'ouvrir l'année passée, qui va être inauguré en grande pompe le 24 septembre prochain. Le Montreux Jazz Café de Genève, le Montreux Jazz Café de Zurich, de Londres et de Paris, et bientôt d'Abu Dhabi. Dans tous ces Montreux Jazz Café, pour la plupart, il y a des choses qui se passent, il y a des concerts qui se passent, il y a un certain nombre d'événements là qui vont être annoncés prochainement, qui vont tourner dans tous les Montreux Jazz Café, et bien sûr que la Montreux Jazz TV est là pour capter ces événements et faire un certain nombre de formats d'émissions qui permettront de compléter le contenu général de l'univers Montreux Jazz Festival. Mais les Montreux Jazz Café, vous verrez, sont aussi des acteurs de diffusion de ce contenu de la Montreux Jazz TV, puisque c'est le propre des Montreux Jazz Café. Vous avez des écrans de télévision qui diffusent à la fois les concerts, mais et aussi le contenu de la Montreux Jazz TV. Et le troisième bébé, quelque part, qui est intervenu l'année passée, c'est la Montreux Jazz Artists Foundation, donc fondation d'utilité publique, qui présente toutes les activités pédagogiques et éducatives du festival, notamment les workshops, les concours. Et de nouveau, la Montreux Jazz TV est là, est toujours présente pour capter ces moments et créer des formats d'émissions particuliers. D'ailleurs, en octobre prochain, enfin fin octobre, début novembre, la Montreux Jazz Artists Foundation lance pour la première fois la Montreux Jazz Academy, une académie qui est dédiée aux jeunes musiciens et aux jeunes talents. Et la Montreux Jazz TV sera là pour réaliser des formats d'émissions qui seront en coulisses pour voir quelque part ces jeunes candidats en sueur dans le travail de leur future carrière et vous proposer des formats d'émissions qui seront un peu différents de ce qu'on pourrait imaginer sur des concerts normaux. Les différents formats, et maintenant on va aller un petit peu dans le vif du contenu parce que c'est beaucoup bien de donner des mots là-dessus, mais maintenant il faut voir ce que ça donne réellement. Donc la Montreux Jazz TV a plusieurs formats d'émissions, vous en avez certains qui sont là, mais il y en a qui se développent chaque année ou qui sont, on va dire, développés suivant les actualités qui se passent. D'abord les Montreux Jazz Café Sessions. Ces Montreux Jazz Café Sessions ont commencé quand le festival avait le Montreux Jazz Café à l'intérieur du festival. Maintenant, elles sont dédiées justement à présenter ce qui se passe dans les Montreux Jazz Café qu'il y a dans le monde. Behind the Scenes, c'est un nouveau format qui a été mis en place en 2014 qui montre vraiment des métiers du music business, des métiers de la scène. Et là, vous verrez un exemple notamment sur un lighting designer, donc la personne qui s'occupe des lumières dans la salle. La partie interview, évidemment. Donc, comme j'ai dit, cette partie interview, elle sert à la fois, bien sûr, comme contenu sur le web, mais aussi pour parfois agrémenter un certain nombre de produits que nous développons. Live the Lab, qui est un nouveau projet que nous avons développé en 2014, que je vais vous présenter tout à l'heure plus en détail. Et certains formats créés et réalisés avec notre presenting partner. Donc avec UBS, on a développé la UBS Chair, le prix du public UBS, notamment pour découvrir l'artiste qui fera l'académie de cette année. Donc etc., etc. Un certain nombre de formats et un nouveau cette année aussi qui est instrument. C'est un format où un artiste présente son instrument. Vous verrez tout à l'heure en exemple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des formats spécifiques pour la Montreux Jazz Artists Foundation. Donc allons un petit peu à la découverte de ces différents formats. Le premier format étant les Montreux Jazz Café Sessions. Là, il s'agit d'un format c'est un format généralement de 8 minutes. Là, on va vous passer un petit extrait de ce format. Ça a été réalisé en 2012 avec un concert qui s'est passé au Montreux Jazz Café, ici, juste en dessous de nous, d'un groupe qui s'appelle Other Lives. Vidéo, s'il vous plaît. I'm very happy to be here, and it's a real honor to be invited to play at such a prestigious festival. It's great.
Voilà pour ce premier exemple. Là, vous voyez donc une différence par rapport à une captation de concert différente. Donc, sur le travail éditorial, on est vraiment sur un parti pris, un choix de réalisation. On est plus sur une dynamique photo que sur une dynamique vidéo. D'ailleurs, ce concert est filmé avec des appareils de photo. Donc, on a vraiment fait ce choix de l'esthétique plutôt que de la globalité d'un concert ou d'une captation normale pour donner un univers un tout petit peu différent de ce qu'on pourrait avoir sur un concert classique. Le deuxième format de Montreux Jazz TV, c'est Behind the Scene, donc un format qui a été créé cette année. C'est un format très intéressant parce qu'il montre un peu plus l'intérieur du festival et on a été chercher les métiers qui font aussi la spécificité de Montreux, qui font la qualité de Montreux. Là, c'est un format sur Laurent Jossi, qui est lighting designer du Lab et qui travaille depuis un certain nombre d'années au festival et qui vous explique son métier. Mon travail consiste à concrétiser les attentes du festival en liant le concert live et la captation TV. Cette collaboration débute en 1993, j'ai 25 ans. Étant aussi musicien, une belle opportunité se présente. Être aux premières loges du plus renommé des festivals. Venant plus du rock que du jazz, je découvre des styles de musique différents. Je me surprends à apprécier des musiques qui auparavant ne me touchaient pas. À ce moment, je comprends qu'écouter les meilleurs, c'est comme déguster un grand vin. Pour le comprendre, il faut le goûter. La cohésion entre les différents acteurs techniques est primordiale. C'est un travail d'équipe. Et nous sommes tous là pour une seule chose, que l'artiste se sente bien et puisse nous livrer son show dans les meilleures conditions possibles. Cette cohésion n'est pas facile à atteindre, c'est une grosse machine, il y a du monde avec tout ce qui va avec, comme divergence d'opinion, méthode de travail, ego, etc. Je crois, c'est le sentiment que j'ai, que nous avons cette cohésion. Nous tirons tous sur la même corde. Là aussi, il y a un je ne sais quoi qui te procure ce petit frisson, qui va te faire dire « yes ». Le festival ne me quitte jamais, c'est une histoire d'amour, de passion. Comment lui faire plaisir? Quelle surprise je vais bien pouvoir lui faire? Je ne remercierai jamais assez Claude et le festival pour cette fabuleuse aventure qui dure depuis plus de 20 ans maintenant. Il faut s'adapter à tous les styles de musique. Je ne vais pas faire la même lumière sur un artiste de jazz que sur un artiste de rock ou d'électro. Il y a une part de magie, de mystique. Nous cherchons tous cet instant de frisson. Et lorsqu'il se présente, ce n'est que du bonheur. D'abord, poser une ambiance générale sur le morceau. Ensuite, écouter. Souligner le phrasé du guitariste avec une couleur. Puis vient le refrain, effet flash, pour retomber sur le couplet. Et ainsi de suite pour toutes les chansons. Chaque année, dès que le printemps pointe son nez, j'ai hâte d'être le premier soir face à la scène. Je reçois le top lumière salle, les fans hurlent, c'est parti. Je m'appelle Laurent, j'ai 45 ans, je suis designer lumière pour le festival. Voilà pour ce format Behind the Scene. Donc vous le sentez là de nouveau, cette volonté éditoriale d'aller un petit peu plus en profondeur. Pour ceux qui ont connu Claude Neuf, vous savez que certainement une des plus belles qualités de Claude Neuf, c'était sa faculté de raconter des histoires, sa faculté de mettre en scène les choses. Et ce format d'émission, je trouve, est très touchant. Et vous allez voir sur le web, parce qu'il y a plusieurs acteurs comme Laurent qui ont participé au festival depuis un certain moment et qui racontent leur propre histoire au festival. Ça va au-delà. Et d'ailleurs, on parle de light designing. Finalement, il parle assez peu de light designing dans son format, mais il parle beaucoup plus de son émotion et de ce qu'il a vécu au festival. Et pour nous, organisateurs, d'avoir ce type de format, c'est extrêmement important parce que c'est aussi un phénomène de cohésion dans l'équipe, d'effet participatif. Et je trouve, enfin, personnellement, j'ai eu énormément de plaisir à voir ces différents formats pendant le festival, puisque ça montre cette faculté de raconter des histoires que nous pouvons avoir au festival. Et quelque part, ce n'est pas nous, organisateurs, qui la racontons, mais c'est les gens qui y participent. C'est la plus belle partie de notre travail d'ailleurs. La troisième partie, elle est plus classique, c'est les interviews. Mais là, de nouveau, on va essayer de chercher, évidemment. Bon, là, vous avez deux têtes relativement connues, donc de ZZ Top. Et là, de nouveau, au travers des interviews, évidemment, on va aller chercher la spécificité de Montreux, mais on va essayer de mettre en exergue un certain nombre de choses qui permettront de nouveau construire l'histoire et de s'appuyer sur les archives après pour développer du contenu qui soit, si possible, unique, exclusif et intéressant pour nos internautes. Interview ZZ Top.
Let me just jump up there and say that Montrose special to us, always has been, because of Claude, but because of every kind of music that's here and the people, I mean, walking around, there's every aspect of it's fun. And we love to play here. My greatest memory in music is in Montreux. They used to have a little jazz bar in the casino, and you could go in, and there was a menu, and you could choose from the festival what you wanted to watch. And I asked for Stuff, 1976, and it changed my whole musical life. It's the best thing I've ever seen in my life. Still today, it's still the best thing I've ever seen. I think one was here. I think one was really when B.B. King. I remember sitting backstage at the Montreux. I think it was the big stage in there, and I was sitting with Herbie Hancock and Wayne Shorter, and we were all waiting for B.B. King to come down the elevator. We're like waiting for him like kids. B.B. King's coming. We're all waiting, just kind of waiting. And then B.B. King took the stage, and he invited us all up to play. And I saw Herbie Hancock, just like a kid with B.B. King, just wanting to play with B.B. King. It's just like everybody wanted to play with B.B. King. It was like amazing. I said I wasn't going to my bed. Voilà pour ce format interview. Juste pour le petit aparté, je pense qu'on peut tous croire et adhérer aux propos de Chris Rea sur le DVD de Stuff, qui d'ailleurs a été édité, Stuff 1976 au Casino, donc courez l'acheter à la boutique du festival si vous ne l'avez pas, parce que je vous jure que Chris Rea, il a raison. Ceci étant dit, vous voyez que ce format d'interview, là de nouveau on va essayer, évidemment sur les interviews c'est toujours difficile parce qu'on ne sait jamais qui on a en face de nous et comment l'artiste va réagir, mais là c'est 3 exemples qui sont intéressants où on va un tout petit peu plus en profondeur aussi sur l'émotion, le human factor qui peut se développer dans le cadre du festival et l'émotion qu'un artiste a eue quand il est venu sur le moment même au festival ou les années précédentes. Et ça, c'est du contenu intéressant pour nous qu'on pourrait exploiter de différentes manières. Le 4e format, c'est ce format instrument, un petit format d'1 minute environ, qui veut aussi apporter une vision un tout petit peu différente et un peu plus intimiste de l'artiste qui nous parle de son instrument. Et là, c'est Everlast qui a joué au club cette année avec un magnifique concert qui nous parle de, évidemment, sa guitare. Hello. Check. There you go. C'est bon? Je fais tout à l'heure. Je sais pas si vous faites ça. When did I decide to play the guitar? I don't know if I ever did. I think my father always fancied himself as a player, even though he couldn't play, and there was always like an acoustic guitar around our house. Originally, I used to just beat on it more like a drum than anything, and I think that's still what I do, is beat on it like a drum more than play it like a finesse instrument. So for me, the guitar is more of a percussive instrument, honestly. I really beat on it. I'm brutal with guitars. Coming from hip-hop, I tell sound people when I'm checking my guitars to treat it like a drum. I would need it to sound like a drum when I'm banging on it. I'm just trying to make it funky. A guitar in 3 words. Music, wood, rhythm. Petit format rapide, efficace, mais qui donne une vision intéressante de comment l'artiste vit avec son instrument. On sait à quel point les instruments sont les meilleurs amis et les meilleurs alliés de ces musiciens, que ce soit pour Everlast et bien sûr on pense à des Miles Davis avec sa trompette qui sont des histoires. Dommage qu'on n'ait pas pu faire ce format il y a quelques années pour filmer Miles Davis nous parler de sa trompette. Je pense que ça aurait été difficile de le filmer, mais quoique on aurait pu y rêver. Le format suivant, et avant d'être un format, c'est d'abord un projet que nous avons mis en place cette année en 2014. Et là, on verra bien que c'est un travail intéressant, crossover entre la production TV
et la Montreux Jazz TV. Live the Lab, c'est d'abord un projet de live streaming des concerts du Montreux Jazz Lab, salle qu'on a voulu plus jeune, plus connectée, plus moderne dans son approche. Et là, c'était d'offrir des concerts en live stream sur notre plateforme montreuxjazzfestival.com. Donc cette année, il y a eu 19 concerts qui ont été diffusés en live, donc 12 soirs sur 16, avec des noms assez intéressants quand même, comme Agnès Obel, Angus et Julia Stone, Metronomy, MGMT, etc. Vous avez la liste, London Grammar, Goldfrapp, qui ont été des moments assez intéressants, mais justement au-delà d'aller de cette diffusion live streamée sur notre site pendant le concert, ce contenu nous a permis d'imaginer un nouveau format de télévision de la Montreux Jazz TV. Et de nouveau, en apportant un contenu en valeur ajoutée, c'est-à-dire en filmant en backstage l'artiste juste avant qu'il monte sur scène. Et ça, c'était aussi le projet des live streams, c'est-à-dire quand vous étiez sur le web, c'était la valeur ajoutée de la personne qui était sur le web, c'est qu'il pouvait voir l'artiste en train de se préparer, en train de monter sur scène, en train de dire un petit bonjour aux personnes qui sont sur le web. Ceux qui sont dans la salle l'attendaient sur la scène, mais ceux qui étaient dans le web le voyaient dans le backstage. Donc c'est une manière aussi d'apporter un contenu différent par rapport aux cibles différentes. Et ça nous a permis après de créer un format Montreux Jazz TV qui est Live the Lab, que je vais vous présenter tout à l'heure, mais ça montre la possibilité de travailler sur les deux aspects. Sur l'aspect streaming, donc c'était une plateforme, on va dire, assez classique de Live the Lab, où sur notre site internet, vous avez vraiment cet onglet particulier qui permettait de voir ces concerts et justement parfois ce contenu un petit peu supplémentaire qu'il allait avoir. Donc premier exercice cette année, évidemment. Pour nous, dans la musique, le plus compliqué, c'est l'obtention des droits. Ça se fait souvent last minute. Cette année, ce projet a été mis en place quelques jours avant le début du festival. L'annonce des concerts disponibles sur le web s'est fait parfois même l'après-midi même, puisque les droits arrivaient quand le management arrive sur place. Donc c'est un paramètre dans notre métier dont on doit tenir compte, qui n'est pas toujours facile en termes de communication, notamment pour attirer les internautes à aller voir ce type de concert. C'était une première qui était très satisfaisante pour nous. Évidemment, on va continuer sur cette voie. Quand on parle de diffusion live streamée, évidemment, ça touche après tous les réseaux sociaux, la possibilité d'optimiser le contact avec le public sur les différents réseaux sociaux, que ce soit les Facebook, les Twitter, etc., mais permettre aussi à l'artiste de participer à cette diffusion. Donc là, c'est Olafur Arnalds qui avait ouvert le festival, qui lui poste à ce moment-là je vais être diffusé live sur scène à sa fanbase. Donc c'est intéressant parce que ça crée cette triangulation entre l'organisateur, les gens sur le web et l'artiste lui-même qui est sur scène. Ça, c'est un paramètre qui est nouveau aussi dans la musique et qui intervient de plus en plus. Les artistes tweetent eux-mêmes sur scène. C'est dans tous les domaines d'ailleurs, hein, donc au niveau des tweets. Mais de plus en plus sur les scènes du festival, on voit des artistes qui tweetent et qui parlent à leur public online à ce moment-là. Et là, on leur offre un outil supplémentaire pour rester en contact avec leur fanbase, qu'ils soient à Montreux ou à travers le monde. Donc là, on va voir un petit peu ce format. Là, c'est un format sur Milky Chance. Donc ça, c'est le format, pas du live stream qui est sur le site, mais c'est le format de la Montreux Jazz TV. Et ce qu'on réalise à partir de ce live stream, à partir de ce concert, pour créer une émission Montreux Jazz TV. Milky Chance 2014. Montreux Jazz Festival ne nous laisse aucun choix à part aller en barque retrouver les deux membres de Milky Chance. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont disques d'or. Allez, à bâbord toutes! If you can't do it my way, sitting with our foots and we're rolling in love. Last meeting now in chill, the one who made it show. In a blasting Bobby C, you wanted melody. I tried to forget, you know, memories. I'm still on the run, you're begging on my knees. Will I ever learn how to get... Milky Chance, vous connaissez leurs deux prénoms? Non. Le chevelu, c'est son prénom? Absolument pas. No. Aucune idée. My name is Clemens Rebine. And my name is Philip Dausch. And we're both Milky Chance.
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous écoutez cette musique? Ça vous apporte quoi? Ça détend, mais pas trop, enfin. Ah, j'aime bien, c'est calme, donc ça permet de se reposer, de s'évader. Ça me fait voyager. What's your musical landscape? Oh, an island. It's an island. Or a big forest, maybe. I think more of a forest. It is a forest, yeah, indeed. Because we like sounds, woody sounds, you know? Woody, like And natural. natural sounds, yeah. And what happened when you get the gold disc? It's not very important for us. I mean, it's cool because It's always cool to get something golden. or something platinum. But of course, it's always an honor to get something where people show that they respect what you do. And that's always Gives you safeness in what you're doing. Il y a une chaussure. Voilà pour ce format Livre de Lab. Donc, vous voyez de nouveau, on essaie un peu de retracer justement la vie de ce concert du Lab, différents aspects. Encore une fois, on se laisse aussi drivé par l'artiste, drivé par ce qu'il a envie de faire, mais avec la vision du public, avec la vision éditoriale d'un journaliste et avec la vision de l'artiste lui-même, ces vibrations au moment où il monte sur scène qui peuvent apporter ce petit plus dans une vidéo et un certain intérêt, notamment au niveau de sa diffusion web. Parlons des diffusions, justement. Donc, les principales plateformes, évidemment, plateforme Montreux Jazz Festival, montreuxjazz.com. Donc, Montreux Jazz Festival, on l'a vu, c'était pour les diffusions des live streams sur le web. montreuxjazz.com, c'est la bibliothèque multimédia du festival, où vous avez retrouvé tout le contenu des différentes activités. Donc, effectivement, d'abord le festival, mais bien sûr, après les Montreux Jazz Café et la Montreux Jazz Artists Foundation. Donc là, vous avez vraiment tout le contenu qui est mis à disposition, que ça soit, et là, on voit vraiment les deux activités, la partie live que vous avez là en haut qui concerne les concerts qui sont broadcastés avec la production audiovisuelle du festival, et la partie TV, où on retrouve tous les formats dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on voit par exemple aussi un format qui est lié à la Montreux Jazz Artists Foundation. On voit des daily news, on voit des interviews, on voit encore une interview là notamment de Lee Kelly, on voit les différents formats que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc avec l'intégralité du contenu qui est posté sur la plateforme montreuxjazz.com. Autre, malheureusement PowerPoint se ferme toujours, voilà. L'autre diffusion possible, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les Montreux Jazz Café. Donc effectivement, tout ce contenu qui est créé soit par la production visuelle, soit par la Montreux Jazz TV, est diffusé maintenant au travers des différents Montreux Jazz Café, Genève, Montreux, Zurich, Paris et Londres, donc avec un contenu notamment sur des aéroports comme Genève, diffusé 18 heures par jour, avec une intégralité du contenu des archives audiovisuelles du festival et de cette Montreux Jazz TV qui apporte justement ce plus dans les Montreux Jazz Café avec ces formats d'émissions qui sont dédiés. Les autres plateformes, évidemment, on les connaît tous, c'est les plateformes YouTube ou les réseaux sociaux où on peut avoir des chaînes officielles. Je sais qu'elle met toujours un petit peu de temps à s'ouvrir. Donc là, la plateforme officielle Montreux Jazz Festival, où notamment là, vous avez le best-of de Livre de Lab, et vous avez toutes les différentes émissions de la Montreux Jazz TV, là uniquement, et non
les concerts broadcastés par le festival qui se trouvent sur cette plateforme-là. C'est un choix volontaire aussi de notre part de ne mettre que le contenu de la Montreux Jazz TV et non pas les concerts. Il y a aussi des questions de droit, évidemment, qui sont liées à tout ça. Donc voilà principalement pour la diffusion. Si je reviens sur la fin de cette présentation, puisque j'arrive au bout de cette présentation, la conclusion pour nous, elle est assez claire, c'est que la volonté de cette Montreux Jazz TV, ça n'est pas de faire de la quantité et de mesurer le nombre de views, de hits qu'on va faire par rapport à tous les autres, mais c'est au contraire d'accumuler un contenu qualitatif, émotionnel. J'ai parlé du human factor, j'ai parlé de l'authenticité, qui ont fait l'histoire du Montreux Jazz Festival, qui ont fait cette notoriété et qui continuent dans la voie du storytelling que Claude Nobs a su si bien faire, mais au travers des moyens techniques que nous avons aujourd'hui. Nous voulons créer de l'émotion, nous ne voulons pas créer de la quantité. La priorité est bien sûr donnée à nos plateformes de diffusion, et là aussi, c'est vraiment une volonté de notre part de préserver l'univers Montreux Jazz Festival, préserver notre ligne éditoriale, préserver notre patte au travers de nos différents supports, et pour pouvoir aussi amener évidemment le public toute l'année à la découverte de l'univers Montreux Jazz Festival, que ce soit le festival lui-même, les cafés ou la Montreux Jazz Artist Foundation. Évidemment, le grand défi, c'est de continuer à maintenir cet intérêt, et non pas de manière factice. Ça, on a pu faire l'expérience aussi tout au long de l'année, c'est qu'à un certain moment, le festival reste un événement qui a une périodicité, qui se trouve pour une certaine période de l'année. Vouloir impérativement générer l'intérêt du public à une période où le festival n'a pas lieu, c'est difficile. Par contre, il y a d'autres activités du festival qui peuvent générer un certain nombre d'intérêts, qui permettent aux festivaliers de rester connectés avec nous. De nouveau, en lui racontant des histoires et pas spécialement en voulant absolument lui apporter du contenu qu'il n'aurait pas spécialement envie de consommer à ce moment-là. Donc c'est aussi intéressant d'être en connivence totale avec notre public sur le web pour comprendre vraiment quel est son intérêt, quelle est son attente à ce moment-là, et pas uniquement vouloir faire de la quantité et diffuser un maximum de contenu pour montrer qu'on a fait un maximum de contenu, mais pour vraiment être en pertinence avec le consommateur qui est sur le web. Pour conclure cette présentation, je voudrais faire un remerciement et vous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne. Donc depuis un certain nombre d'années, et c'est vrai que tout le monde n'y croyait pas à ce moment-là, on a créé un département contenu dans la maison. Ce département contenu qui a réalisé tous ces événements, que ce soit la TV, que ce soit la Prod TV, que ce soit le MAG, que ce soit le Chronicle, c'est des choses qu'on a mis en place stratégiquement il y a déjà 5 ans, 6 ans. Et il y a 2 actrices dans la salle que je remercie pour avoir mené à bien tous ces projets, que ce soit Montreux Jazz TV, Chronicle, MAG, etc. C'est Marine et Isabelle qui sont chacune responsables de ce département content, l'une avec la casquette essentiellement de la production audiovisuelle, l'autre avec la casquette du web. Merci Marine et Isabelle pour ce merveilleux travail que vous faites. Je vous souhaite une merveilleuse journée ici au Swiss Web Festival et merci de m'avoir accueilli tôt le matin, ce samedi matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu Jaton. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a un micro qui peut venir vers vous, n'hésitez pas à en profiter. Sinon on en parlera. Ah, il y a une question juste là, voilà. Alors là, vous avez parlé du contenu et tout ça, mais côté financement, est-ce que c'est le festival qui s'autofinance en fait avec ses partenaires et tout ça, ou c'est vraiment du financement dû à des vues, un petit peu comme le fonctionnement de YouTube et tout ça? Non, c'est un autofinancement direct. C'est pour ça que je me suis permis de présenter le presenting partner. C'est que la Montreux Jazz TV est intégralement financée par des sponsors directs sur les émissions ou sur la TV en général, mais pas sur les différentes vues. Merci. Une autre question? Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je crois que vous avez parfaitement parlé de cette Montreux Jazz TV. Passion, émotion, on retient ces 2 mots. Également le concert de Stuff en 1976. Exact. Je confirme. Merci beaucoup Mathieu Jaton. Merci, et on se retrouve tout à l'heure pour parler de comédie avec Grégoire Furel, le Montreux Comédie Festival. Je vous propose une petite pause café croissant et on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite. Merci.
that was great, guys. Really great. The fire should be higher. Je crois que j'ai toujours aimé le cinéma. Le travail avec les acteurs. He is an amazing director. I don't give a shit. La musique. En fait, j'aime tout dans le cinéma. Vous savez, j'ai vu tellement de grands films sur Canal+, qu'un jour je me suis dit, pourquoi pas moi? Canal+, plus de 350 films par an à voir à la télé, avant tout le monde. Minutes. Vous allez en parler. On n'a pas inventé le plus grand réseau social au monde, mais nous l'utilisons tous les jours pour être à votre écoute. On n'a pas construit le plus performant des avions solaires, mais nous vous accompagnons dans tous vos projets. Romand d'énergie, partenaire du projet Inventer demain.
That was great, guys. Really great. The fire should be higher. Je crois que j'ai toujours aimé le cinéma. Le travail avec les acteurs, He's an amazing director. I don't give a shit. la musique. En fait, j'aime tout dans le cinéma. Vous savez, j'ai vu tellement de grands films sur Canal+, qu'un jour je me suis dit, pourquoi pas moi? Canal+, plus de 350 films par an à voir à la télé, avant tout le monde. Vous allez en parler. On n'a pas inventé le plus grand réseau social au monde, mais nous l'utilisons tous les jours pour être à votre écoute. On n'a pas construit le plus performant des avions solaires, et nous vous accompagnons dans tous vos projets. Roman d'énergie, partenaire du projet Inventer demain. Notre prochain invité est également un habitué de ces lieux, puisque chaque année, son événement se déroule sur les planches de l'Auditorium Stravinsky, ici même au 2M2C. Mais la manifestation a également su s'ouvrir au monde, grâce notamment à son développement audiovisuel. Alors pour en savoir plus sur le Montreux Comédie Festival et son positionnement à l'ère du digital, nous accueillons sur ce plateau son président et membre fondateur, Grégoire Furer. Grégoire Furer, je vous laisse me rejoindre sur scène. Vous l'applaudir. Bonjour Grégoire. Déjà le téléphone à la main. Bah, en fait, je voulais faire un petit tweet sur l'équipe qui tweet pendant ce... L'équipe qui tweet. Vous avez déjà tweeté avant, pour dire que vous allez faire le zouave dans quelques secondes. Exactement, c'est juste. j'essaie de faire le zouave. Donc là, j'ai tweeté la photo de la personne qui relaye les tweets. Comme ça, au moins, les internautes... On va se tweeter entre nous, quoi. Vont avoir une vraie raison de voir que ça marche vraiment, que c'est live. Très bien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais vous poser ça. Bien, bonjour. Merci effectivement, comme l'a dit tout à l'heure mon préopinant, merci d'être là à ces heures matinales, qui ne sont pas vraiment les heures du show business, mais voilà, donc on prouve qu'on est capable de se lever aussi le matin pour faire des choses intéressantes. C'est vrai que la conférence tout à l'heure de Mathieu était intéressante et je me suis dit en la regardant, heureusement qu'on ne s'est pas consulté parce qu'on aurait pu parler des mêmes sujets à un moment donné, avec tantôt le jazz, la musique et tantôt le rire. Et c'est vrai que voilà, on est un festival, donc il y a des similitudes. Et heureusement, on ne s'est pas consulté, mais heureusement les choses se font bien. C'est que j'ai essayé de prendre un angle vraiment très différent, parce que j'imagine que vous connaissiez tous le web et que vous imaginez, vous voyez bien un petit peu ce qu'on peut faire ou pas faire. Et je trouvais intéressant d'essayer de vous amener un regard un peu
qui est mon regard, en fait, le regard personnel de ce que j'essaie de faire avec le festival, et quelque chose qui vraiment, auquel on peut adhérer ou pas du tout adhérer. Mais en tout cas, c'est notre vision, et nous, au Montreux Comédie, on en est assez certain, on est assez convaincus, et surtout, on a envie de la faire partager. Je dirais qu'il y a 3 éléments que je n'ai pas forcément écrits sur le PowerPoint, donc je vais vous le dire au début, qui vous permettront peut-être de bien suivre cette conférence. Pour moi, il y a 3 postulats de départ qui sont très très importants. Premier postulat, c'est effectivement l'extraordinaire monde dans lequel on vit avec ces médias sociaux qui, en tout cas pour nous, ont comme conséquence de pouvoir faire d'un événement local, d'une marque locale à la base, Montreux Comédie, en plus local par la langue, local par le genre qu'elle défend, arriver à en faire une marque mondiale, vraiment de dimension absolument mondiale et 360. Ça, c'est le premier postulat, et c'est vraiment une opportunité, c'est une chance extraordinaire, c'est un monde incroyable. Personnellement, je suis très heureux de vivre en 2014 et de ne pas avoir vécu 50 ans plus tôt, parce que je pense que 50 ans plus tôt, c'est sûr que ça n'aurait pas été possible. Donc je trouve ça extraordinaire. Deuxième postulat, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde des nouvelles technologies et des médias sociaux, la quantité est très importante. Tout à l'heure, effectivement, Mathieu disait la qualité est plus importante que la quantité. Il a raison. La qualité est très importante, c'est essentiel. Mais dans le monde d'aujourd'hui, et notamment pour des questions de financement, l'étalon, c'est vraiment la quantité. Il faut vraiment multiplier les contacts et il faut vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des grands acteurs sont américains ou anglo-saxons, parce qu'avec leur bassin de population gigantesque, lorsqu'ils lancent un projet, c'est tout de suite pour des millions et des centaines de millions de gens. Donc la quantité est essentielle. Et évidemment, en tout cas dans l'humour, la qualité va avec, parce qu'un sketch, s'il est drôle, s'il est de qualité, il sera vu des millions de fois. Si le sketch est mauvais, évidemment, personne n'aura envie de le partager. Et le troisième postulat, qui est très important aussi, c'est que, et je dis souvent, les médias sociaux sont des monstres qu'il faut nourrir au quotidien. Et c'est vrai qu'un événement, quel qu'il soit, une marque, quelle qu'elle soit, ne pourrait pas vivre. Par exemple, un festival qui dure 5 jours, c'est clair qu'exister 5 jours sur les médias sociaux, c'est absolument rien. Ça n'existe pas 5 jours sur l'année. Il faut être présent tous les jours, 365 jours par an, et parfois plusieurs fois par jour. Alors évidemment, c'est une contradiction, parce que c'est sûr, et Mathieu l'a dit aussi tout à l'heure, et c'est vrai qu'il a raison aussi, on ne peut pas dire tous les jours à des gens, achetez des billets pour le Montreux Comédie, achetez des billets pour le Montreux Comédie, regardez comme on est beau, regardez ce qu'on fait bien, regardez nos contenus, c'est génial, etc. Au bout d'un moment, les gens vont nous dire, mais vous êtes gentils, mais là, on a ras-le-bol de vous, et ils se désabonneraient très vite. Donc il faut réussir à trouver, et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, trouver, alors qu'on a un festival en décembre, qu'est-ce qui va être intéressant à dire à notre communauté en janvier, en février, en mars, en mai, en juin, en juillet et en août. Qu'est-ce qui va être intéressant de leur dire, et qu'est-ce qui va faire qu'on va, à ce moment-là, être pertinent au moment où on va communiquer avec eux. Ces 3 postulats sont assez importants pour comprendre, en tout cas, la vision de notre vision du Montreux Comédie. Alors, le Montreux Comédie, rapidement, et je vais très vite lancer une vidéo, parce que je trouve que c'est tellement plus parlant de voir les choses que plutôt de les écouter. Le Montreux Comédie, aujourd'hui, c'est vraiment le festival au niveau francophone le plus important dans l'humour. Et c'était un festival qui, en 25 ans, est devenu vraiment cette référence. Peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux dans la salle, mais ceux qui ne le connaissent pas, une petite vidéo qui a été prévue pour vous donner un petit aperçu du festival. Mesdames et messieurs, bienvenue au Montreux Comedy Festival. Bonsoir Montreux. Elle check le bouti, hein Bonsoir Montreux. Sociétal top, la dame là-bas avec la doudoune, les mains en l'air. Je te bute. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle une coupe radicale. Simon, y a plus de musique. Pipo, est-ce que tu veux faire avec moi et nos jeunes amis un tour de magie? Montreux, vous êtes encore en vie ou quoi? Théâtre, tu nous fais rêver. Théâtre, tu nous fais pleurer. Bref, merci beaucoup.
Alors, pardon, voilà. Le Montreux Comédie en chiffres, donc rapidement, très rapide, voilà, c'est un festival. Si on prend uniquement la partie, ce qu'on appelle la partie historique du festival, la partie live ou en tout cas publique à Montreux, 120 artistes chaque année, 11 000 spectateurs, 2,5 millions de budget. Si on veut, à l'échelle d'un gros événement, on restait, en tout cas au niveau disons, de sa fréquentation, un petit festival. C'est ce que je disais tout à l'heure, un festival local qui peut se transformer en festival mondial. C'est sûr que 11 000 spectateurs, on s'est posé la question il y a 5-6 ans, enfin il y a 6-7 ans, on a fait un séminaire, on s'est dit voilà, on fait à peu près 8, 9 000, 10 000 spectateurs par an. Comment est-ce qu'on peut grandir ? Quelle est la perspective de croissance du festival ? C'est pas qu'on voulait grandir pour grandir, mais vous savez que l'économie d'un festival, soit les sponsors, que ce soit les pouvoirs publics, effectivement, ils veulent savoir quels sont vos projets, pourquoi on va vous donner de l'argent, pourquoi on va vous soutenir, comment vous pouvez grandir. Et on s'est rendu compte que le festival, eh bien, il avait 10 000 spectateurs et que ce serait quasiment impossible de doubler cette capacité. Il faudrait soit pousser les murs de l'auditorium, ce qui n'est pas possible, on est limité à 1600 places, rajouter des spectacles, rajouter des soirs de programmation, faire passer le festival de 5 jours à 10 jours nous semblait très difficile parce qu'on n'a pas forcément la matière artistique. Et puis les coûts de base, l'auditorium Stravinsky par exemple, c'est quand même 250 000 francs, quasiment 250 000 francs d'installation pour le festival. Donc doubler ça, ça avait un vrai problème de comment grandir. Et donc on s'est dit, ben voilà, quelque part, soit on reste petit festival francophone régional, soit on invente autre chose. Et en 2009, à l'occasion du 20e festival, on a commencé effectivement évidemment le monde d'Internet, les médias sociaux arrivaient, et tout le monde nous disait, on lisait dans les journaux, voilà, ça va changer le monde, ça va nous amener des nouvelles perspectives. Et à l'époque, un chef d'entreprise, je me posais la question, comme tout le monde, je commençais à utiliser l'email, ou plus ou moins. J'ai jamais été un grand fan de technologie, mais je me disais, ok, mais comment ça va impacter ? Comment ces médias sociaux dont on nous annonce l'arrivée proche, très honnêtement, il y a 5 ans, on ne parlait pas de Twitter. Ok, ça va impacter le monde, ça va changer le monde, je veux bien l'entendre, mais comment ça va impacter mon business à moi ? Comment ça va impacter mon festival ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et puis très honnêtement, je me tournais vers plein de gens qui n'avaient pas plus de réponses que moi. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais me prendre du temps et je vais aller m'intéresser à ce qui se fait, je vais aller voir des conférences, je vais aller voir des événements, vivre des événements. Si possible pas des événements d'humour, parce que voilà, ça, j'en avais fait le tour. Donc je suis allé à des conférences comme TED, là je vous parle de 5-6 ans en arrière. Après je suis allé à un super festival qui a lieu à Genève, enfin une conférence s'appelle Lift. Et puis Laurent Haug, qui est le patron de Lyft, un jour m'a dit « Ah, mais il faut vraiment que tu viennes avec moi en Asie, on part en Corée, là on va faire un événement, tu verras, il y aura tout le monde, il y aura tous les nouveaux médias sociaux, tu vas rencontrer les gens de Daum, de Naver, de Google, etc. » Puis très honnêtement, la plupart des gens qui me citaient, je n'ai jamais entendu parler. Et donc je dis bon, « Ok, très bien, c'est sympa, c'est cool, c'est au mois d'août, c'est en Corée, il fait beau, c'est au bord de la mer, je ne prends pas un grand risque. » Je suis parti avec lui. Et là, j'ai découvert des gens incroyables. Il y avait des Suisses, des gens de l'EPFL, des gens qui venaient de la côte ouest, de la Silicon Valley, des gens qui étaient là. On était dans une espèce de campus, dans une île un peu incroyable qui s'appelle Jeju Island, qui se trouve entre la Corée et le Japon. Tout le monde dans un hôtel, quasiment impossible de quitter l'île facilement. Donc on était là, à boire des verres, etc., à discuter, à écouter, à changer le monde. Et moi, j'avais évidemment, il y avait des génies je me rappelle de l'Internet connecté, là, comment on appelle ça, les Internet of Things, donc des objets connectés. Je discutais avec ces gens et puis j'étais là, puis ils me disaient « Ah, mais le monde va changer, puis tu verras, puis un festival, bien sûr, qu'il faut aller sur les médias sociaux, il faut que tu fasses le pas, sinon dans 5 ans, t'es mort. » Donc je rentre de Corée et puis je me dis « Ok, je suis quasiment persuadé au fond de moi que si je garde mon modèle d'affaires en 2008, 2009, tel quel, que je vais décliner parce que mes 10 000 spectateurs, etc., au bout d'un moment, ça va être plus très sexy. Donc, je vais commencer à décliner. Je me suis dit, j'entends des gens qui me disent en Corée, si tu ne vas pas sur les médias sociaux, tu es mort. Donc, je me dis, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, a priori, je suis mort dans 5 ans. Donc, ok, j'essaye, je vais sur les médias sociaux, puis on verra bien. Et là, on a décidé, en 2008-2009, de vraiment basculer sur les médias sociaux. Et quand je dis basculer sur les médias sociaux, ça veut dire qu'on a décidé de désinvestir clairement tout ce qui était sur tout ce qui était ce que j'appelle spectacle historique. Voilà, désinvestir sur l'inflation des cachets avec les artistes. Ok, très bien, Gad Elmaleh veut 200 000 €. Et ben moi, plutôt que donner 200 000 € à Gad Elmaleh, je préfère donner 10 000 € à Jérémy Ferrari. Ça sera très bien aussi. Et puis investir la différence sur le web.
je schématise, mais c'était vraiment la vision des choses. Et des fois, je me baladais dans la ville avec un programme où les gens me disaient « Ah, mais je comprends pas, il n'y a pas Gad Elmaleh, il n'y a pas Jamel. » Je dis « Ouais, mais en fait, Gad Elmaleh, bon voilà, il coûte très cher. Et puis surtout, je ne suis pas sûr qu'il me donnera tous les droits pour aller sur Internet, pour aller sur YouTube, etc. » Alors que Eric Antoine, par exemple, lui, oui, il a envie, parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il aille sur ces médias. Et moi, quelque part, au fond de moi, je me dis que c'est là qu'il faut aller. Quand je dis investir sur les médias sociaux, c'est que les nouvelles embauches qu'on a faites, ça a été des embauches vers le web. On a engagé notre premier community manager en 2008. À l'époque, ce n'était pas vraiment la norme. En 2008, on a engagé un type incroyable qui s'appelait Sacha Brasseur, une espèce de cinglé, le professeur tournesol du Montreux Comedy Festival. Et maintenant, il est directeur de créa dans une grosse agence à Paris. Et c'était vraiment quelqu'un qui était visionnaire et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ces nouveaux médias. Et voilà, on passe à des autres chiffres qui sont plus sexy, enfin, en tout cas pour moi plus sexy, où tout d'un coup, on se rend compte qu'on a choisi, bon, évidemment, les médias sociaux sur YouTube, Dailymotion. À l'époque, Dailymotion était très important. En 2008-2009, c'était la première plateforme de vidéos à partage au niveau européen. C'est bien évidemment fait rattraper, largement dépassé par YouTube, Facebook et Twitter. Et on voit qu'effectivement, entre mai 2011, enfin, on a démarré, on a ouvert nos chaînes en novembre-décembre 2009. Donc on voit qu'au départ, voilà, on est en une année et demie, 5 millions de vues. Et on voit qu'on est monté sans arrêt. Et aujourd'hui, on est à peu près on a 40 millions de vues sur le web. Et notamment, c'est ça qui est intéressant, 1 million de vues par mois sur le web. Alors, je vais passer rapidement. Je fais des petites comparaisons. On voit que j'ai comparé par rapport au festival en Suisse. Donc, c'est vraiment pas du tout pour dire, regardez, on est les meilleurs, etc. C'est juste pour illustrer mes propos. Au niveau, on voit aujourd'hui qu'au niveau vidéo vue, évidemment, le Montreux Comédie, 43 millions. On voit par exemple qu'au Festival Locarno, etc., qui a pourtant des contenus cinéma, ou le Montreux Jazz. Et une fois de plus, c'est vraiment pas du tout une volonté de comparaison pour comparer, mais c'est juste de montrer que des contenus francophones, uniquement francophones, peuvent être vus beaucoup plus de fois que des contenus qui, a priori, évidemment, sont universels comme la musique ou le cinéma. On voit également au niveau des fans sur Facebook, c'est quelque chose qui suit notre politique de YouTube, ou alors Twitter, exactement. On voit aussi que, par exemple, nous, très clairement, on a une communauté qui est beaucoup moins Twitter que YouTube. Parce que l'humour, vous avez envie de le voir, vous n'avez pas envie qu'on vous raconte des choses qu'on vous raconte des choses sur Twitter. Donc on voit par exemple que nous, très clairement, on a fait le constat que autant dans la musique, ou voire même le cinéma, eh bien, les gens aiment être en connexion via Twitter avec leurs fans et avec l'événement. On voit que chez nous, Twitter, c'est important, mais ce n'est pas déterminant. Par contre, on voit très clairement que notre média à nous, c'est YouTube et que c'est évidemment la vidéo. Et là aussi, il faut être pragmatique sur les médias sociaux. C'est aussi une chose que j'ai constatée et que beaucoup de gens m'ont confirmé, c'est que ça ne sert à rien d'ouvrir tous les canaux sociaux. Nous, par exemple, on n'est pas sur Google+, il y a plein de médias sociaux qu'on n'exploite pas. Alors, on le fera peut-être un jour, mais aujourd'hui, ce qui est important, ça ne sert à rien d'être sur tout. Parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, chaque marque, chaque événement a son canal de prédilection et il faut l'identifier. Et lorsque vous savez, votre canal de prédilection, là où votre communauté finalement, elle a le plus envie de vous voir, parce que c'est uniquement ça, hein, c'est vraiment où votre communauté, où vos fans ont envie de vous suivre. Eh bien, quand vous avez identifié ce canal-là, alors là, vous allez à fond, parce que l'énergie que ça prend de gérer un canal pour le faire bien, eh bien, évidemment, on ne peut pas démultiplier les actions et les initiatives. Donc nous, notre média de prédilection, c'est YouTube. C'est vraiment la chaîne qui va être, qui est vraiment, pour ce que je dis souvent en réunion interne, le vaisseau amiral de notre politique sociale. Alors notre chaîne YouTube, vous connaissez les chaînes YouTube, il y a deux types de contenus très importants pour nous. Il y a les contenus historiques, qui sont vraiment les contenus issus de la scène. Donc nous, chaque année, à Montreux, on produit entre la grande scène, qui est l'auditorium Stravinsky, et le Miles Davis, on produit environ 200, entre 150 et 200 sketchs. Donc évidemment que c'est une production très importante pour le monde de l'humour. Il n'y a pas nos francophones producteurs qui produisent autant de contenu par an. Et ces sketchs, eh bien évidemment, ensuite, ils sont découpés en morceaux pour alimenter les médias sociaux. Je vais vous envoyer une petite vidéo pour vous montrer juste un extrait. Et puis, ça me permettra de faire une petite pause. Et surtout pour vous dire que cet extrait que j'ai choisi, c'est un duo entre François Rollin et Ramzy. Et pourquoi j'ai choisi cet extrait ? Parce que c'est un extrait c'est un événement qu'on a créé, c'est un happening qu'on a créé
pour le festival. Donc vous allez voir, c'est une sorte de battle entre deux artistes. Et en fait, c'est très important que les contenus qu'on fait, c'est aussi une information importante, que les contenus soient originaux. Parce que une fois de plus, voir le sketch de n'importe quoi, de Jean-Marie Bigard et la chauve-souris à Montreux, un sketch qui a déjà été vu des centaines de fois en télé, c'est pas très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi dans le sketch de Ramzy Rollin, c'est les mots-clés qu'on attache chaque fois à un sketch. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les mots-clés, l'identification est très importante sur le web et quelque part, il faut un peu susciter l'intérêt, sans forcément être racoleur, parce que ce n'est pas le but du tout. Et le but, ce n'est pas de mettre des photos ou des vidéos de chats qu'on jette par la fenêtre. Hein, ce n'est pas du tout l'objectif et ça, on ne le fera jamais à Montreux. Mais par contre, c'est clair que quand, par exemple, la battle entre Rollin et Ramzy, eh bien, on avait mis le mot-clé « clash ». Et clash, eh bien, c'est évidemment quelque chose qui suscite l'intérêt. Je peux envoyer la vidéo. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Bonsoir messieurs. Bon écoutez, si nous voulons poursuivre cette soirée dans de bonnes conditions, et je crois que nous le voulons tous, il nous faut prendre quelques instants pour régler le problème Ramzy. Attends, quoi? Non, François, j'ai pas de problème. Dis pas, j'ai pas de problème. Tu es en train de pleurnicher sur mon épaule, de rouscailler pendant tout le numéro de Rob Spence. Tu m'as cassé les pieds. Ne dis pas maintenant que t'as pas de problème. T'as un problème. Alors, il semblerait que dans la première intervention, dans le premier plateau, je n'ai pas laissé assez de place à Monsieur Ramzy. Je lui ai pas donné la place pour s'exprimer. Et donc, Monsieur Ramzy est en colère. Alors, vas-y. Non, je te demandais tout simplement, ne me dis pas non tout le temps, puisque tu n'as pas eu la place. Alors maintenant, présente le numéro suivant. Vas-y, prends ton espace, prends ta place, fais ton grand Ramzy, puisque je t'étouffe, paraît-il. Alors vas-y. Au moins cette soirée aura eu le mérite de permettre à Ramzy de séjourner en Suisse. Et ça, je ne quand même pas gagner. Non, je te laisse pas dire ça. Je te laisse pas dire ça à deux titres. Un, pourquoi? Parce que je suis brésilien, que je peux pas venir en Suisse, c'est ça. La deuxième, c'est quoi? Ça veut dire que les Suisses n'acceptent pas les Brésiliens. Ça fait 20 ans que je vis en Suisse, j'ai jamais eu de problème. Non, mais attends, je te laisse pas dire de conneries. Un tout petit peu d'humour, un tout petit peu de recul. Non, il n'y a pas d'humour, François. Vous n'avez pas beaucoup d'humour, les Arabes, excuse-moi, mais tu vois, dès qu'on... Honnêtement, hein. Mais tu plaisantes ou quoi? Non, mais non, je plaisante pas, je dis simplement. Attends, tu m'as chié la soirée, je peux quand même te dire... François, tu m'as chié la soirée, t'es pas obligé de me... Tu me respectes moi. Je te dis franchement, on n'est pas à Paris. On n'est pas à Paris. On n'est pas. Je te touche si je veux. On n'est pas à Paris, on est en Suisse. Si je dois t'en mettre une, je t'en mets une. Si je dois t'en mettre une, si je dois t'en mettre une, je te la mets sans problème. Non, moi, oh putain, arrête, non mais. Pour la petite histoire, ce qui était très drôle, c'est qu'évidemment, c'était une soirée qui avait été montée par les deux avec un build-up, c'est-à-dire évidemment la mayonnaise et la sauce montaient petit à petit jusqu'à évidemment cette battle à la fin. Et ce qui est très drôle, c'est que évidemment, c'était la fin du gala, donc je sors de la salle pour aller féliciter les artistes. Et là, je vois le manager de Ramzy, furieux, qui courait, qui vient, ouais, plus jamais on vient à ce festival, c'est pas normal, c'est scandaleux, je savais qu'il fallait pas travailler avec Rollin, ce mec est fou. Puis je le regarde, je lui fais, mais enfin... Laurent, tu penses bien que c'est des comédiens, enfin tu gères un comédien, donc je sais pas, ils improvisent, font des choses. Mais non, c'est pas possible, etc. Et il arrive dans les loges, et là évidemment les deux, Rollin et Ramzy, s'embrassent, au champagne et tout. Et l'autre, il avait vraiment l'air un peu bête parce qu'il a bien compris à ce moment-là que c'était évidemment, tout était fake et tout avait été fait pour l'occasion, mais lui était persuadé que c'est du premier degré. Bon. Manager qui connaît mal ses artistes. Alors, ce qui est marrant et ce qui est marrant et frustrant, mais en même temps, voilà, c'est comme ça, c'est que la base historique du festival, c'est les galas et c'est les contenus filmés sur scène. Et ces contenus-là, sur Internet, marchent bien, mais c'est sans commune mesure avec les contenus créatifs. Si vous prenez, par exemple, le sketch de Ramzy Rollin, il a été vu 900 000 fois ou 1 million de fois. Si vous regardez la vidéo la plus vue du festival, c'est la première, c'est les Voca People, c'est vu 3 millions de fois. Donc c'est déjà bien. Mais Norman, dans sa chambre à coucher, quand il fait un sketch, Norman fait des vidéos, Cyprien, dans sa chambre à coucher, quand il fait un sketch avec son iPhone, à peine publié, une semaine après, sa vidéo est vue plus de 4 millions de fois. Donc un contenu créatif est vu dans l'humour beaucoup plus de fois, il est beaucoup plus viralisé qu'un contenu live.
Et ce qui est frustrant, c'est qu'un contenu live, ça coûte extrêmement cher à produire parce qu'il faut plein de caméras dans la salle, il faut louer la salle, etc., etc. Il faut payer les droits aux artistes et ça coûte extrêmement cher. Et un contenu créé dans sa chambre, eh bien, ça coûte le temps qu'on y passe et ça a très peu de coûts. Donc nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on rentre sur les contenus créatifs pour alimenter notre chaîne. Parce que si on reste uniquement sur le live, ça va être sympa, mais à un moment donné, on va se faire décrocher. Donc, on s'est mis à étudier un petit peu les créateurs sur le web et on s'est rendu compte d'une chose aussi, c'est que toutes les expériences qui ont été faites, on va dire, par des producteurs historiques, des grands producteurs même de télévision, etc., qui se sont dit du jour au lendemain, nous, on sait faire de la télé, nous, on sait faire du cinéma, c'est pas très compliqué de faire du web, tous se sont plantés. J'ai aucun exemple aujourd'hui de producteur qui a réussi à fabriquer des contenus parfois avec des moyens énormes, à réussir à conquérir le web. Alors que les petits jeunes sur le web, etc., des collectifs, des créateurs, eux, ont compris l'ADN du web, ils ont compris comment ça marche. Et en fait, c'est ces gens-là qui, à l'intérieur du web, en tirent finalement les ficelles et ont compris comment ça marche. Donc nous, on s'est dit, surtout pas faire l'erreur de vouloir aller montrer au web ce qu'on sait faire. On va aller chercher ces jeunes et on va leur dire, écoutez, ce que vous faites, c'est génialissime, on est fan, est-ce qu'on peut faire des choses avec vous ? Et on a créé à Montreux le concept des web résidents, qui était d'inviter à Montreux les marques du moment, les gens qui font le buzz sur le web, et de leur dire venez à Montreux, vous êtes les bienvenus au festival, vous êtes des humoristes, vous faites partie de la communauté des humoristes. Leur premier réflexe, c'était de dire mais pourquoi moi ? Mais pourquoi vous m'invitez ? Je pense des Norman, et puis là, je vous dirai un peu, c'est que vraiment des stars, etc. Je me disais, mais pourquoi moi ? Mais qu'est-ce qu'on va faire à Montreux ? Ça, je dis, mais écoutez, vous êtes des humoristes, vous faites partie de la communauté des humoristes, votre place est à Montreux. Ils sont venus, ils étaient très flattés qu'on les reconnaisse avant tout le monde, et puis ils ont fabriqué des contenus incroyables à Montreux. Donc vous avez dans l'ordre, le premier, c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure, donc un contenu qui avait été fait avec François Rollin et Alexandre Astier. Alexandre Astier, c'est quand même Kaamelott, c'est quand même un grand créateur, on voit, ça a été vu 158 000 fois, donc grand producteur, grand réalisateur, pourtant une vidéo qui est peu viralisée. Le deuxième, Lost in Montreux, c'est le Palmacho. Palmacho, maintenant, en France, c'est une des grandes marques du web. Ils sont maintenant sur D8. Petite anecdote, on a gagné avec ce programme le Festival de La Rochelle, donc le grand frère du Web Programme Festival. On a gagné en, je ne sais plus, c'était 2009 ou 2010. Après, vous avez le Groom Service, c'est Jérôme Niel, c'est les tutos sur Canal+, donc aussi un des premiers contenus créatifs. Je vous mettrai une petite vidéo de Jérôme tout à l'heure. Le Golden Show, Montreux Comedy Festival, donc, qui a un peu moins bien marché sur Internet parce qu'on avait peut-être raté le lancement. Enfin, il faudrait étudier pourquoi ça a moins bien marché, ça me surprend. Golden Show, en fait, vous avez Poulpe qui maintenant est la nouvelle Miss Météo sur Canal+ depuis une semaine. Et puis le dernier contenu le plus important, avec les Suricates. Vous connaissez les Suricates, la marque du web. Ils ont fait l'année dernière un court-métrage à Montreux à l'occasion du festival qui s'appelle Fantôme de merde et qui était un court-métrage de 21 minutes ou 23 minutes. C'était un pari qu'on a pris avec eux. Ils m'ont dit « Ok, je viens à Montreux, je suis d'accord, on fait à Montreux. » Alors c'est vraiment des stars du web. Mais tu me laisses faire ce que je veux et notamment, on va faire une vidéo de 21 minutes ou 23 minutes parce qu'on est persuadé que maintenant, les gens ont envie de voir des vrais courts-métrages sur le web. Et tout le monde nous disait 23 minutes sur le web, vous êtes courageux les gars, bonne chance si vous êtes vus 10 000 fois. Et en fait, c'est le record absolu du Montreux Comédie avec 4,4 millions de vidéos vues en très peu de temps parce que ça a été fait en décembre dernier, ça a été publié en mars. Donc on voit qu'en quelques mois, on a fait 4,4 millions. Et aujourd'hui, même à Paris, dans les agences créa, dans le web, les gens souvent citent cette vidéo comme étant le contre-exemple justement du format court, en disant regardez, à Montreux, le Fantôme de merde, il faisait 23 minutes, il a fait 4,4 millions. Donc comme il fait 23 minutes, je ne vais pas vous le diffuser. Par contre, je vais vous lancer la vidéo du Groom Service. Et juste avant de la lancer, juste vous dire, voilà, le principe, c'est donc d'inviter des youtubeurs très connus et de les faire rencontrer la communauté historique du festival, c'est-à-dire les artistes historiques du festival. Le Groom Service. Réception Hôtel Plaza, bonjour. Oui. D'accord. 2 places pour le gala de samedi soir. Je vous apporte ça tout de suite. Merci, au revoir. Oula, ça arrête pas. Réception Hôtel Plaza, bonjour. On a un petit creux ? Un gros creux même, hein ? Non, un petit creux, oui. Très bien, je vous apporte ça tout de suite. Merci. On a plus de bonbons. On n'a plus de bonbons. Halloween,
C'était il y a un mois. Alors j'apprécie le clin d'œil à la colline à des yeux, mais bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, tu m'enlèves ce masque et tu retournes chez tes parents. Moi j'ai du boulot. Alors mon pote qui veut juste te calmer 30 secondes parce que je suis comédien au Festival de Montreux et je veux juste la carte de ma chambre, ok? Alors, il doit me rester des carambars quelque part. Des carambars? Tu sais que ça rime avec gros connard quand même. Oui, enfin ça rime avec bar, tintamarre. Non, gros connard. Eh bien, dans ton cas, c'est très bien. D'accord. Ma carte. Très agressif. Odieux personnage. Oui? Oui, c'est le groom. Ah oui, vous avez ce que je vous ai demandé? Oui. Bon, parfait. Bah, glissez-le sous la porte, s'il vous plaît. Comment ça, sous la porte? Oui, je suis occupé, là, je suis au téléphone. Glissez ça sous la porte. Bon. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je le lis sous la porte. Mais c'est du saumon. Bah, vous m'avez demandé du saumon au téléphone. Non, je vous ai demandé des places de spectacle. Ah d'accord. Mais si c'est pas pour vous le saumon du coup. Ouais, pourquoi pas. Bon spectacle à vous. Merci. Voilà, donc le contenu créatif, aussi très important, fabriquer des contenus, donc de nouveau fabriquer des contenus avec les créateurs du web et plutôt essayer de les faire remonter et travailler avec vous, quitte à alors évidemment c'est une question de droit, il faut partager les droits avec eux, mais je préférais toujours partager, j'ai toujours mieux vaut être 4 sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise, et moi je préfère partager le ownership et la propriété du groom service avec Jérôme Nil qui devient une star rapidement sur le web et qui partage sa vidéo et qui la relaie sur ses propres réseaux à lui, que de vouloir garder un contenu à 100% et puis d'être vu par très peu de monde. On arrive à une deuxième partie de ma présentation. Ça vous a un peu expliqué ce qu'on faisait au départ sur la chaîne YouTube. Et en fait, on arrive pour vous expliquer le deuxième postulat que je vous donnais au début, qui était l'idée d'exister tout au long de l'année et de faire du contenu. Ce qui, pour nous, est très important, comme je disais tout à l'heure, c'était d'exister tout au long de l'année. Donc de trouver tout au long de l'année des prétextes et de fabriquer des contenus originaux qui permettent de créer de l'intérêt et créer effectivement de la visibilité sur notre marque tout au long de l'année. Donc évidemment, il faut rester proche de l'ADN de la manifestation. Il ne faut pas non plus, on ne va pas commencer à faire des choses qui n'auraient rien à voir avec le Montreux Comédie. Et donc il fallait trouver des idées qui permettaient effectivement, qui étaient légitimes à faire en sorte que effectivement le festival existe tout au long de l'année. La première initiative qui pour nous est très très importante, c'est le Comedy Contest. Le Comedy Contest, c'est un concours, un talent show. On va dire voilà, c'est comme on voit à la télévision les The Voice, je sais pas, America's la France a un incroyable talent, etc. C'est vraiment un talent show, recherche de nouveaux talents. Et ça, la recherche de nouveaux talents, c'était dans le cœur même de l'ADN du festival. Depuis que le festival existe, le festival a révélé des talents. Et c'est vrai que quasiment, en tant que producteur de festival, depuis le premier festival, j'ai des gens qui m'appellent ou qui m'envoient des cassettes en disant « Ah, écoute, il y a un jeune gars qui est génial, qu'on a vu dans un café-théâtre, etc. Il pourrait venir à Montreux. » Donc l'idée d'être prescripteur de jeunes talents, l'idée d'être découvreur de jeunes talents était complètement dans l'ADN du festival. Donc on s'est dit oui, bien sûr, il faut creuser cette piste. Évidemment, on est à l'ère digitale. Donc à l'ère digitale, eh bien, on ne va pas envoyer des cassettes vidéo ou des DVD au bureau, ça n'a pas de sens. Donc on va dire, voilà, on est à l'ère digitale, donc le Comedy Contest, à la base, c'est un programme digital. C'est un programme qui doit être en fait sur le web. Et au départ, effectivement, n'importe qui est drôle ou qui croit être drôle, mais souvent ils sont drôles, va pouvoir publier sa vidéo sur la plateforme du festival. Donc ça, c'est un concours. On fait un appel à candidature très très en amont. Donc ça nous permet effectivement de donner une vraie raison de parler de nous, je ne sais pas, en mai, en juin, au moment où on lance le concours. Et puis ensuite, on va avoir évidemment la communauté des artistes et leur communauté, la communauté du festival, qui va en fait regarder ces vidéos et sélectionner les meilleures vidéos. Donc en disant, voilà, je ne sais pas, sur 100 vidéos, 40 vidéos, etc., il y en a un certain nombre qui vont être sélectionnés par les internautes.
comme on veut quand même garder la main sur le côté éditorial, parce que la qualité est évidemment essentielle et il ne faut pas que la quantité, notre jury interne va pondérer ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser les internautes faire voter pour les meilleurs, parce qu'on ne veut pas que ce soit que les gens qui gagnent sont ceux qui sont les moins bons artistiquement, mais qui ont la plus grosse communauté. On veut vraiment qu'on ait les deux. C'est-à-dire, OK, la communauté c'est important, mais il faut être pondéré ça au niveau du jury. Donc on va avoir une pondération entre notre jury et les internautes, et de fil en aiguille, on va avoir des étapes qui vont conduire les artistes à être sélectionnés dans ce qu'on appelle des finales nationales ou des finales régionales. Aujourd'hui, on a une finale en France, une finale à Lausanne, donc en Suisse, une finale en Afrique pour la partie francophone. Et puis, de ces finales vont partir et vont émerger à chaque fois un, voire deux artistes qui vont se retrouver dans la grande finale à Montreux pendant le festival et qui vont donc révéler le Montreux Comédie Jeune Talent de l'année. Ce concours, en fait, a la particularité d'être bilingue, parce que pour nous, très, très vite, et je parlais avant de quantité, on doit absolument s'intéresser à la partie anglophone du monde, parce que c'est évidemment la partie la plus réactive au niveau du web et des médias sociaux. Donc ce concours est bilingue, et on a lancé l'équivalent donc, du Comedy Contest francophone, on l'a lancé au niveau anglophone, aux États-Unis, en Angleterre et en Afrique du Sud. Cette année, et l'année dernière, on l'avait lancé que aux États-Unis, parce qu'on s'était dit... si ça marche aux États-Unis, ça marchera partout. Et on l'a lancé aux États-Unis l'année dernière et ça a été un carton incroyable. On a eu plus de 350 ou 400 vidéos qui sont inscrites sur la plateforme, uniquement américains. Et les 5 finalistes qui sont venus à Montreux, on n'avait pas fait d'étape intermédiaire avec une finale à New York parce qu'on s'était dit ça va être peut-être compliqué. Donc on va faire directement voler les gens sur Montreux et la finale aura lieu à Montreux. Et le vainqueur est aujourd'hui quelqu'un qui est en train d'exploser aux États-Unis. Donc ce concours en fait est complètement planétaire. Et dès l'année prochaine, on va lancer la partie Middle East à Dubaï et la partie Asie à Singapour. Voilà, j'étais un peu vite, donc je vous ai expliqué les étapes. Appel à candidature, voilà, sélection, etc., etc. Une petite, pour que vous compreniez le principe, une petite vidéo aussi pour vous voir l'appel à candidature, très importante, c'est vraiment au départ l'acte fondateur en fait, de ce concours, c'est lorsqu'une vedette, un parrain prestigieux, qui soit francophone ou anglophone, parce qu'évidemment évidemment, il y a les deux langues. Idéalement, on aimerait beaucoup, et l'année prochaine ce sera certainement le cas, avoir un appel à candidature commun. Vous savez qu'il y a des artistes aujourd'hui, sans vouloir forcément citer des noms, et ce n'est pas du tout du name dropping, mais des artistes comme Gad Elmaleh, par exemple, aujourd'hui font leur spectacle en anglais. Vous avez des artistes anglophones, je ne sais pas si des gens comme Eddie Izzard vous disent quelque chose, mais Eddie Izzard est quelqu'un qui est une vedette absolue en Angleterre et qui fait parfois son spectacle en français. Donc en fait, il y a vraiment cette volonté aussi aujourd'hui pour les artistes de faire les deux. Donc évidemment, dans un rêve absolu, on aimerait un jour avoir un seul appel à candidature, français-anglais, pour vraiment montrer que ce monde aujourd'hui est vraiment interconnecté. Mais ça, c'est très important, c'est un acte fondateur parce que l'appel à candidature, évidemment, c'est ce qui déclenche le démarrage du contest. Si vous pouvez envoyer la vidéo. Pardonnez-moi d'intervenir comme ça, mais l'autre jour, les organisateurs du Montreux Comedy Festival viennent me voir et ils me disent oui, Arnaud, moi déjà je trouve ça un petit peu agressif. Et puis là, les mecs, ils me disent on organise le Montreux Comedy Casting, on aimerait beaucoup que tu sois le parrain. Donc moi, je leur réponds allez bien vous faire foutre. Non, je leur réponds oui, avec plaisir. Et là, les mecs, ils commencent à monter sur leurs grands chevaux. Ils me font oui, tu dois faire une vidéo dans laquelle tu dois dire que les jeunes talents ont jusqu'au 15 septembre pour poster leurs vidéos. Alors pourquoi 15 septembre, on ne sait pas. Que celles-ci ne doivent pas excéder 5 minutes, par hasard. Que les finalistes iront sur la scène du Montreux Comedy Club et que le vainqueur aura le droit de participer à un des galas du Montreux Comedy Festival. Alors moi, je leur ai dit écoutez les gars, je veux bien faire une vidéo, mais je n'ai pas le temps de dire tout ça. Il y a trop d'infos là, 15 septembre, 5 minutes, Montreux Comedy Club, Montreux Comedy Festival. Je veux bien être le parrain, mais je ne peux pas être le messie. Et là, les mecs me disent ben c'est bon Arnaud, on a tout filmé, c'est dans la boîte, merci. Eh ben, de rien. La petite musique d'ascenseur derrière cette vidéo. Donc,
petite précision, le Montreux Comedy Contest aujourd'hui, pourquoi il a dit le Montreux Comedy Casting? Parce qu'avant, on avait la version française qui s'appelait Casting et la version anglaise qui s'appelait Contest. Parce que casting en anglais, ça ne veut pas dire pareil. Donc en fait, on s'est dit, on va simplifier les choses et dorénavant, tant pis pour les talibans de la francophonie, c'est le Montreux Comedy, c'est le Comedy Contest en fait qui s'impose comme une seule et unique marque. Donc voilà, appel à candidature très important. Évidemment, cette vidéo, elle a buzzé sur le web. Je crois que la vidéo d'Arnaud de sa mère, elle a été vue 150 000 fois, voilà, donc dès la première semaine. Évidemment, au moment du shooting photo, au moment du tournage de la vidéo, évidemment, on a un shooting photo. Arnaud fait des photos originales, on live tweet, etc. Donc évidemment, la semaine du lancement du contest, qu'elle soit au mois de mai, à 8 ou 9 mois du festival où normalement on n'aurait pas grand-chose à raconter, eh bien à ce moment-là, évidemment, on est au cœur de l'actualité, on peut faire le buzz sur Twitter, etc. Et donc voilà, donc le Comedy Contest existe depuis maintenant quelques années. Les gens qui ont gagné le Comedy Contest sont vraiment des gens qui explosent en ce moment. Le dernier en date, c'est Vincent De Dienne qui a gagné l'an dernier et qui maintenant est signé par Laurent Ruquier. Ou alors Mike Lebowitz qui maintenant est le stand-upper qui monte aux États-Unis. Comme je le disais, donc avant, évidemment, toute cette opération est relayée en permanence sur les médias sociaux. Il y a eu le lancement, je l'ai dit tout à l'heure, mais évidemment la finale, ou ce qu'on appelle la finale régionale ou la finale nationale à Paris, qu'on le fait dans un théâtre qui est Bobino, c'est un théâtre de 900 places. Vous avez tout le showbiz, tous les gens de l'humour qui viennent un lundi soir voir la finale. Vous avez des guests qui passent sur scène. Ça permet évidemment de relayer ça sur les médias sociaux. Ensuite, vous avez la tension qui est liée, très importante, au côté jeunes talents. Donc, vous avez des teams qui ont créé sur Twitter. Vous avez, par exemple, je sais pas, à la finale, vous avez une artiste qui s'appelle Julie Galibert. On va créer le team Julie, ce qui veut dire que sur Twitter, elle va pouvoir exciter sa communauté en disant, voilà, soutenez-moi. Et on prend en compte aussi, au moment de la finale, les votes sur Twitter. Donc, le compte, en fait, Twitter influence, ne peut pas, vous ne pouvez pas gagner Montreux Comédie avec uniquement Twitter, mais vous devez prendre en compte, le jury prend en compte, celui qui est le premier sur Twitter, par exemple, eh bien, il va avoir un bonus par rapport aussi aux voix du jury. Donc c'est très important que les communautés sont évidemment très motivées. C'est sûr qu'un jeune talent, il va passer pendant un mois, quasiment 24 heures sur 24, à ameuter sa communauté pour qu'on le soutienne, pour faire Montreux, parce que c'est important, etc. Donc évidemment, c'est tout un dispositif qui est relayé et sur Facebook et sur Twitter. Et ce qu'on fait aussi, c'est, vous voyez en bas les slides, ce qu'on fait en fait, c'est que nous, on leur donne des kits clés en main. C'est-à-dire qu'on a une équipe chez nous, une équipe au niveau de notre web management team, qui va leur donner à chaque artiste un kit clé en main de communication de Montreux pour qu'ils essaient d'utiliser une forme de charte un peu graphique à nous. Alors, ils ne sont pas obligés, évidemment, de l'utiliser parce que dans le web, la culture, il faut laisser les gens libres, mais on les incite. Et très souvent, ils jouent le jeu, ils habillent leur page Facebook aux couleurs de Montreux, ils habillent leur compte Twitter aux couleurs de Montreux. Et en fait, on rentre dans un écosystème à un moment donné qui fait que, évidemment, Montreux est partout et relayé partout. On invite des influenceurs à la finale à Paris, donc tous les blogueurs, influenceurs, Twitter, influenceurs, etc., on les invite à Paris, on leur dit, écoute, toi, tu es un super blogueur, tu es un super influenceur, donc tu as 25 billets pour ta communauté, offre-leur la finale à Paris, etc. Donc ils sont super motivés à soutenir le festival, et même si à la fin, on ne cherche pas forcément à vendre 90% ou 80% de la salle en billetterie, on sait qu'on aura les gens qui comptent et qui vont relayer notre communauté. La deuxième marque, en fait, ou la deuxième action qu'on met en place tout au long de l'année, c'est ce qu'on appelle Montreux Comedy & You. Le Montreux Comedy & You, en fait, c'est moi, comme je vous avais dit au début de mon exposé, que j'étais allé à TED il y a quelques années, et j'avais été énormément frappé par exemple, le modèle de TED, pour ceux qui le connaissent, qui font des TEDx, qui sont vraiment cette manière de pouvoir créer les événements qui sont rattachés à TED à travers le monde, avec une manière assez libre d'interprétation, où vraiment voilà, on prend la marque, on peut faire son petit TED quelque part, à peu près partout où on veut. Et je ne sais pas, mais aujourd'hui, il doit y avoir des centaines d'événements TED aux quatre coins du monde. Et moi, je m'étais dit, ça, c'est vraiment un modèle qui m'intéresse. Dans ma vie, dans mon ancienne vie, quand j'étais jeune, j'avais monté des festivals au Québec, j'ai monté un festival à Zurich, j'ai monté un festival à Tunis. Et à chaque fois que je montais un festival, c'était chaque fois une énergie de malade. Il fallait convaincre les autorités locales, il fallait trouver des sponsors. Enfin bref, c'était vraiment une énergie de fou. Et finalement, très souvent, ce qui se passait, c'est que la première année, ça marchait à coup d'une énergie surhumaine.
Et puis dès la deuxième ou la troisième année, ça s'essoufflait. En tout cas, moi-même, je m'essoufflais. Et le seul modèle, c'était de laisser vivre le festival et partir avec un organisateur local. Et je m'étais dit, c'est vraiment un modèle aujourd'hui de créer des festivals partout qui, à mon avis, est totalement essoufflé. Donc on s'est dit, eh bien, en fait, on va créer des mini-Montreux qu'on va appeler les Montreux Comedy et You. Et on va dire, finalement, on va là où les gens veulent qu'on aille, avec des partenaires locaux qui reprennent la marque, quelque part, qui l'interprètent un peu à leur façon. Vous voyez, là, il y a une fois, ils nous ont demandé à Abu Dhabi, à Singapour, de charter l'affiche. À Busan, en Corée du Sud, ils nous ont dit, non, nous, on a nos propres graphistes et on va la faire nous-mêmes. Donc voilà, on fait des tests. Peut-être qu'un jour, on trouvera un mixte entre une charte un peu plus forte du Montreux Comédie et une interprétation un peu plus libre des organisateurs locaux. On est toujours en phase de testing. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, cette initiative, elle est partie des réseaux sociaux. C'est qu'un jour, c'était vraiment avec mon community manager, il me montre un outil Facebook qui montre en fait les fans qui nous suivent, enfin d'où ils viennent. Et à un moment donné, je me rappellerai toujours de ce moment, il me dit « Ah, regarde, t'as vu, on a 1600 fans à Singapour. » Je fais « 1600 fans à Singapour ?» Il me dit « Ouais, c'est cool, c'est bien. » Puis je fais « Ouais, mais est-ce que tu peux les toucher ?» Il me fait « Bien sûr, demain, je fais un post aux 1600 fans de Singapour. » Je dis « Fais un post, puis tu dis qu'on aimerait venir à Singapour, qu'on aime bien la ville et qu'on aimerait bien faire un Montreux Comédie à Singapour. » Et 3 jours après, on reçoit un tweet, enfin un message Facebook qui nous dit « Ah, c'est cool, si c'est sérieux, si vous êtes sérieux, moi j'ai envie de vous faire venir à Singapour 4 jours et puis j'organise le truc et vous venez. » Et voilà, et on est parti à Singapour. Ça a cartonné. Ce qui était génial, c'est quand on était à Singapour, c'était en juin 2013. On est parti avec des artistes français, donc Jérémy Ferrari, Lambert, Lemoine et de sa mère. Et quand ils sont arrivés à Singapour, c'était incroyable parce que tout d'un coup, vous parachutez 4 artistes français majeurs, en tout cas qui sont vraiment relayés partout à Singapour, ensemble, une espèce de colonie de vacances comme ça, un peu camp scout, où ils font des conneries incroyables entre le départ à Paris, Charles de Gaulle, et l'arrivée. Ils n'ont pas arrêté de déconner. Quand, je veux dire, à un moment donné, ils tombent à l'aéroport avec un mariage chinois où il y avait un enterrement de jeunes filles chinoises, etc., qui commencent à faire le cirque avec eux, c'est incroyable. Évidemment, l'équipe du festival se met à tweeter, à faire des photos, et tout d'un coup, en fait, à Paris, le sujet de discussion pendant cette semaine, où on est à Singapour, c'était Montreux Comédie à Singapour. Je croise Franck Dubosc au festival de Marrakech 15 jours après. Il me dit « Ouais, pourquoi tu ne m'as pas amené à Singapour? C'est incroyable, c'est génial, etc. » Donc bref, tout d'un coup, le monde totalement connecté. On était à Singapour, on parlait de nous à Paris, etc. Donc on s'est dit, tiens, c'est vraiment un modèle à faire perdurer. Et puis voilà, donc on va développer ça maintenant. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on vient de tourner à Busan, en Corée du Sud. Donc là, on était en Corée. Les partenaires nous ont dit, on veut avoir Montreux Comédie. Maintenant, il n'y a personne qui parle français à Busan. Donc c'est Corée du Sud. Je crois qu'il y a l'ambassade de France avait référencé 12 francophones à Busan sur les 12 millions d'habitants. Donc ils nous ont dit ce serait quand même mieux de mettre du visuel et des choses que les gens peuvent comprendre. Donc on a décidé d'envoyer nos copains suisses, Kuch et Barbeza, qui sont des clowns que vous connaissez sûrement, qui font des choses visuelles. On s'est dit avec un peu de chance, ils vont les garder là-bas. Non, malheureusement, ils les ont rapatriés, mais c'était très sympa, on s'est bien marré pendant 4 jours. Donc petite vidéo de notre événement à Busan la semaine dernière. La répétition, c'est super. Je sais que ce soir, je vais parler devant 4000 personnes qui déjà d'habitude ne me regardent pas, mais là qui ne me comprendront pas. C'est un plaisir. 9000 km, c'est un plaisir.
c'est mon histoire. L'histoire d'un garçon qui a fait 9000 km pour venir vous parler. Je suis content d'être venu ici et que vous me compreniez. Absolument, vous me regardez et ça me fait plaisir. Voilà, donc en préparation, Montreux Comédie You, il y en aura donc l'année prochaine, au mois de mars, on retourne à Singapour. On va s'arrêter à Dubaï sur la route parce que voilà, on va faire un stopover à Dubaï. On va prolonger sur Hong Kong. Donc on va faire Dubaï, Singapour, Hong Kong. On est en préparation de Buenos Aires pour juillet 2015. Montréal. On fait Montréal, on va lancer Montréal, je crois le 19 ou le 20 février 2015. Et puis évidemment Paris, on est présent à Paris, donc on va créer un Montreux Comédie et de Paris aussi, et Londres. Donc le projet vraiment, c'est vraiment de se développer à l'international. C'est clair que à terme, on va pouvoir aller aussi avec la partie anglophone, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on a lancé le contest en anglais, donc maintenant on est capable d'aller dans n'importe quel endroit du monde, en français, en anglais et en visuel. Et c'est clair aussi qu'à terme, c'est fort possible que les grandes finales qu'on fait régionales du contest, à Singapour par exemple, c'est fort possible que quand on va y aller en mars, on va annoncer l'ouverture, on va travailler avec une marque qui s'appelle Singtel, qui est le grand opérateur mobile à Singapour. Donc quand on va arriver en mars, on va annoncer l'ouverture des candidatures pour la partie Asie-Pacifique. On va faire notre événement Montreux Comédie You et a priori, si tout va bien, on reviendra en automne avec la finale régionale. Moi j'aime bien appeler ça régional quand on parle de l'Asie, ça me fait toujours rire quand on vient de Montreux de dire on fait une finale régionale en Asie-Pacifique et c'est toujours assez marrant. Et donc la finale régionale Asie-Pacifique pourrait avoir lieu en automne à Singapour aussi. Voilà, j'arrive bientôt au bout, parce que je voyais que notre ami Xavier regardait la montre. J'arrive au bout. Donc, pour vous dire, j'ai 2 slides. Donc, les marques aujourd'hui du Montreux Comédie, eh bien, on a, comme je disais aussi, c'était le titre de ma conférence, lorsque la marque va au-delà de l'événement. Donc, aujourd'hui, on a recentré la marque Montreux Comédie, donc, qui est dépouillée du terme festival. Donc, c'est la marque Montreux Comédie, c'est celle-ci qu'on exploite sur tous les médias sociaux. On a évidemment le Montreux Comédie Festival, qui est son événement phare majeur, qui a lieu en décembre à Montreux. On a le Comedy Contest by Montreux Comédie, le Montreux Comédie You, le Lab by Montreux Comédie, donc qui est un format de découvreur de talents et de formation, une sorte d'académie en fait pour les jeunes talents. Et puis la partie pro, qui sont en fait le cycle de conférences, le cycle de rencontres à Montreux, qui est Montreux Comédie Pro. Voilà, et l'avenir, rapidement. Donc évidemment, la vision pour moi, c'est je pense qu'à terme, en fait, toutes les initiatives qu'on fait durant l'année, en fait, toutes les initiatives vont se retrouver à un moment donné lors du festival qui a lieu en décembre, le festival devenant un peu la crème de la crème ou la quintessence de toutes les initiatives que nous avons prises durant l'année. La finale, les grandes finales du contest à Montreux, on va dire comme le bilan annuel de la comédie, etc. Et ça, pour nous, c'est un peu comme un journal, quelque part, c'est juste une petite parenthèse, mais c'est un peu comme si un journal, à un moment donné, qui était édité tous les jours, n'était finalement que le best-of ou les meilleurs moments de tout ce qui se faisait 24 heures sur 24 sur les médias sociaux, une sorte de quintessence, de résumé. Voilà, vous pouvez soit nous suivre quasiment tout au long de l'année sur tous les médias sociaux, soit vous venez 5 jours par an à Montreux, puis vous avez une sorte de best-of de tout ce qui s'est fait durant l'année, avec les expériences, les bonnes, les mauvaises, etc. Évidemment, il y a aussi plein de mauvaises expériences, plein d'échecs qu'on partage ensemble une fois par an à Montreux. Et puis la prochaine étape, c'est aussi maintenant, vous avez vu qu'effectivement à l'ère digitale, tous les collectifs qui sont sur le web, je parlais de Suricate, de Golden Show, etc., toutes ces marques très très fortes sur le web aujourd'hui se font happer par la télévision, qui commencent à se dire il se passe un truc, donc il faut qu'on mette la main dessus. Hier, vous avez peut-être assisté à la conférence de Studio Bagel qui était venu à Montreux l'année dernière faire un show dans cette salle d'ailleurs. Et bien Studio Bagel aujourd'hui, qui est un collectif francophone très important, a été racheté par Canal+. Et aujourd'hui, on voit très bien que le rapport qu'on a avec ces marques-là n'est plus du tout la même. C'est plus tout pareil quand vous discutez avec un artiste qui fait ses trucs sur le web ou quand vous discutez avec la cellule digitale de Canal+. Donc nous, on sait qu'à un moment donné, maintenant que le web passe vraiment cette barrière-là, il faut qu'on aille plus loin dans l'intégration de notre fabrication de contenu. Et la prochaine étape pour le Montreux Comédie Festival, c'est de créer son propre collectif sur le web, ses propres collectifs sur le web, un collectif roman par exemple, un collectif francophone.
Donc de créer, de fédérer nous-mêmes, non plus d'une équipe éditoriale comme on l'a maintenant, ou une équipe marketing, mais de fédérer autour de nous, en plus de ces équipes-là, une équipe créative. Donc on va commencer à passer des contrats avec des artistes et des comédiens pour leur demander de travailler, non pas en exclusivité totale avec nous, mais de travailler plus en amont avec nous sur la fabrication de contenu. Voilà, c'était ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup Grégoire Furer. On pourra continuer la discussion tout à l'heure aux alentours de 11h45 avec Mathieu Jaton qui va nous rejoindre. Merci pour cette présentation. Donc, quelques instants pour vous dégourdir les jambes, le temps d'installer également la prochaine conférence où nous continuerons de parler événements avec le Paléo Festival de Nyon. C'est tout à l'heure, dans quelques instants. Merci beaucoup Grégoire.